bientôt, puisqu'il est déjà 5h moins le quart, pardon du petit quart d'heure que nous avons pris de retard. Bienvenue pour cette dernière table ronde de la journée consacrée au secteur public, mais un secteur public en mouvement, comme quoi c'est possible. Et on a autour de nous, ou avec nous sur le plateau, 4 responsables de l'innovation, 4 responsables du changement, on va dire, dans différentes ou collectivités ou organismes publics, parapublics. On en saura plus dans un instant pour nous parler de tout ça. Et on va commencer d'ailleurs tout simplement par faire un petit tour de table de qui êtes-vous, mesdames, et puis qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bonjour, donc je suis Fleur Talwarn, secrétaire générale de Nantes Métropole et de la ville de Nantes depuis 6 années. Et je m'occupe entre autres effectivement de l'innovation interne. Juste pour rappeler, pardon, excusez-moi, donc Nantes Métropole et ville de Nantes, 7500 agents, 1,5 milliard de budget chaque année. Bonjour, je suis Mona Isabelle et je suis déléguée générale à la transformation depuis le 1er mars, c'est tout récent, et j'ai été secrétaire générale des services pendant 6 ans. Merci. Donc Julie Chabot, je suis responsable de la mission Agenda 21 du département de la Gironde depuis 2004 et du labo M21 qui est un tiers espace de créativité et d'innovation publique, territoriale et partenariale, sociale, écologique et participative, je vous le fais court, depuis 2013. Marion Lambert, donc je suis responsable du département qualité de vie au travail de la CARSAT, donc l'ancienne CRAM, donc qui est un organisme paritaire de la sécurité sociale pour le régime général. D'accord. Merci. Alors c'est vrai que derrière, il y a plein de mots compliqués qu'on a entendus, etc. Vous verrez, il y a plein de choses concrètes en termes d'innovation qui se passent au-delà des acronymes et au-delà de la complexité. Peut-être un mot avec vous, Julie, pour commencer justement, parce que tu nous as parlé, on va se tutoyer, on se tutoie en dehors de tout ça, du labo M21. Alors c'est quoi le labo M21? Ça sert à quoi? Et comment ça s'organise sur le territoire de la Gironde? Et merci pour l'accent, parce que ça nous amène un peu de soleil. Alors, le labo M21, d'abord, c'est né de la pratique de professionnels du développement durable sur le territoire qui, pendant 10 ans, ont essayé de mettre en place des machins qui s'appellent des agendas 21, donc concrètement des programmes d'action pour le développement durable, et donc d'essayer de faire de manière transversale des choses qui n'avaient jamais été faites. De la santé environnementale, des sujets qui n'existaient pas, des aspects de biens communs qui n'étaient pas des sujets qui étaient traités en tant que tels, et donc de voir comment on peut travailler ces questions-là et mettre de l'action, mettre de l'opérationnel là-dessus. Donc évidemment, on a appris ensemble à faire ces choses-là, mais on a aussi appris à travailler différemment. Et au bout d'un moment, au bout de 10 ans à peu près, on s'est rendu compte que cette manière de travailler était aussi très très importante et qu'elle devait pouvoir aussi bénéficier, au-delà simplement du réseau, alors quand je dis réseau, c'est 70 collectivités en Agenda 21 qui travaillent ensemble, bénéficier dans nos institutions respectives et bénéficier aussi à d'autres acteurs du territoire. Donc on a créé cette idée de labo M21 qui était d'abord une idée, une posture, des valeurs et une boîte à outils de l'innovation, avec l'idée que si on voulait vraiment agir à la hauteur des enjeux, il ne fallait pas qu'on soit un petit bout à les manipuler, mais il fallait qu'on soit beaucoup plus nombreux, et donc de promouvoir l'usage de ces outils collaboratifs, créatifs, etc. Et ça s'est incarné dans un lieu, 1 an plus tard. Donc c'est un tiers espace de créativité qui est ouvert évidemment pour l'institution de département, mais aussi à tous les partenaires, seuls ou accompagnés, c'est-à-dire qu'ils viennent tout seuls. Partenaires, c'est quoi? Ça peut être des collectivités, ça peut être des collectivités, ça peut être des collectifs citoyens, ça peut être des assos, ça peut être des institutions avec lesquelles on travaille. Donc en fait, les gens viennent, soit ils veulent qu'on soit avec eux pour faciliter leur rencontre, soit ils sont dans cet espace qui est un peu un espace avec rubalise, où on s'autorise à penser différemment, où il y a des post-it de questions, où il y a des méthodes, etc. Et en gros, c'est un espace d'autorisation. Alors, on sait que des collectivités, ça vit avec des administratifs et des élus. Comment les élus agissent, freinent, poussent toutes ces innovations et notamment l'organisation même du labo M21?
Alors là, on est sur quelque chose qui est maintenant, donc d'une certaine manière, ce que je vous expliquais, c'est que c'est venu de la pratique, presque d'une pratique de professionnel finalement, hein, de dire on a besoin de nouveaux outils pour travailler différemment. Voilà. Et là maintenant, ça devient une commande politique. Ça devient une commande politique justement, alors qui est à différents niveaux, où on a un niveau, on va dire, qui est le niveau efficience, efficacité, il faut simplifier, on a moins de sous, on a moins de monde, il faut faire au moins pareil si ce n'est mieux. Donc voilà, il faut inventer, il faut faire les choses différemment. Et sur quelque chose qui peut être aussi une vision un peu plus sociétale, on voit aussi la fracture, chez nous aussi des fractures territoriales, la fracture sociale évidemment. Bon, mais voilà, on est sur le maître mot de l'innovation, hein, c'est de trouver des solutions nouvelles à des besoins qui ne sont pas résolus avec les solutions qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est sur cette commande-là qui est vraiment, on a un nouvel élu hein, depuis la dernière mandature, un nouveau président, qui revendique dans les discours et qui demande aux agents d'oser échouer, mais aussi d'oser réussir. Ce qui est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Donc notre président est le premier sponsor finalement du Labo M21. Aujourd'hui, le Labo M21, il connaît 2 déclinaisons. Une déclinaison, parce qu'on nous a dit c'est bien d'avoir ça sur Bordeaux, mais le territoire de la Gironde, c'est 10 000 km², c'est 540 communes. Donc on invente une formule de labo mobile, où on va se mettre en résidence avec ces outils du labo pour accompagner des territoires et des collectifs qui ont des objectifs radicaux de transformation. Alors ça c'est super, Julie. Je vais trop vite. Hein. Ouais, non. Désolée. Non, c'est pas ça. C'est que voilà, on en avait parlé un peu avant. Effectivement, l'idée du labo mobile. Moi, ce que j'ai bien retenu dans ce qu'on avait évoqué ensemble, c'est sur les objectifs radicaux de transformation. C'est ça. Genre zéro chômeur, zéro gaspille, voilà. 100%, etc. Concrètement, un labo mobile, ça fonctionne comment? C'est-à-dire que vous allez dans la telle commune qui vous a appelé pour vous dire tiens, on travaille sur un zéro chômeur dans notre commune à l'horizon 2000, assez loin en règle générale, mais voilà. Et comment ça s'opère? Alors ça s'opère, là, ça se lance maintenant. Donc je peux dire comment on imagine que ça s'opère. Voilà. Je vous dirai comment ça s'opère pour de vrai quand on aura fait. Voilà. Donc là, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt auprès de collectivités ou de collectifs sur les territoires. Donc on a 9 fous qui ont répondu, voilà, donc des communes ou des collectifs citoyens ou des collectifs associatifs. Et des communautés de communes aussi, donc qui sont sur, donc on a du zéro voiture, on a du zéro chômeur, on a du zéro pesticide, on a du zéro phyto, du 100% bio, voilà. Et on a aussi du zéro gaspille des énergies citoyennes, ce qui est quand même super intéressant aussi. Donc le principe, c'est une résidence sur le territoire, c'est d'aller déjà sur une première journée pour identifier bien qu'est-ce qu'on met derrière, hein, c'est du zéro voiture, pourquoi faire voilà. Et aussi identifier quelles sont les compétences, les capacités locales, qui va jouer finalement dans le labo. Est-ce que par rapport à l'objectif, on a toutes les capacités qui vont pouvoir nous aider à construire, donc nous pouvoir aussi inviter des compétences qui sont ailleurs sur le territoire ou qui sont même au niveau national ou international. Ensuite, on a vraiment la résidence sur 2 jours qui est, séquence d'idéation, c'est un peu du design thinking, hein, c'est où est-ce qu'on veut aller, bien dessiner le où est-ce qu'on veut aller, de quoi on a besoin, et ensuite les chemins pour y aller, les premiers pas. Voilà. C'est un programme politique, non, quelque part? Enfin, quand une commune vous appelle pour vous dire tiens, on voudrait partir sur du zéro phyto ou du 100% bio ou zéro voiture ou zéro chômeur, c'est encore pas mal. C'est un programme politique, donc vous aidez des élus et des administratifs à construire un programme là-dessus ou pas? Quand on fait du développement durable, quand on fait de la participation citoyenne, on fait de la politique. Hein. C'est effectivement, il y a une intention et on essaye de donner corps et de ménager les conditions pour que cette intention soit réalisée et dans des systèmes qu'on organise de manière à ce que tout le monde trouve sa place et garde la face, c'est-à-dire qu'il n'y ait personne qui perde. Donc effectivement, le propos est politique. D'accord, mais au sens noble du terme, voilà. S'entend. Sur les derniers chantiers, on a parlé d'un jury citoyen sur le revenu de base. Est-ce qu'on peut dire un mot, puisqu'il nous reste peu de temps, mais un mot, si c'est possible, parce que c'est quand même un truc intéressant. Oui. Donc effectivement, là en plus, ça a particulièrement résonné avec le débat des présidentielles. Le département de la Gironde s'occupe des aides du RSA. Hein, et effectivement, s'interroge et s'est positionné sur une expérimentation du revenu de base.
une fois qu'il y a le propos politique qui est posé, la volonté d'expérimentation, c'est concrètement comment on monte cette expérimentation-là. Donc le choix, c'est effectivement de faire des focus group avec des entrepreneurs, avec des travailleurs sociaux, etc., mais de faire aussi un jury citoyen. Et ce jury citoyen, donc composé de personnes qui sont allocataires des minima sociaux, ou aussi des gens qui sont en situation de non-recours, c'est-à-dire qui savent pourquoi ils ne sont pas allocataires, qui ont travaillé ensemble, qui ont picoré dans chacun des focus group pour entendre ce que les gens disaient, et ensuite qui ont été coachés pour produire leur avis sur une expérimentation du revenu de base. D'accord, mais comment, pourquoi, comment, à quelles conditions? Ils ont dû manipuler des éléments aussi macroéconomiques, etc. Et donc on est sur un avis qui est en ligne sur le site du département de la Gironde, ainsi que tous les processus. Donc le processus est transparent, hein, qui est un avis qui est quand même assez costaud pour des gens qui effectivement sont partis avec juste leur situation et ce qu'ils étaient. Merci Julie. Le temps presse et je voulais laisser du temps à la fin pour des questions éventuelles de la salle. On va changer de département. Non, Julie, vous voulez dire un dernier mot ? Juste un petit mot sur l'autre déploiement, qui est aussi un labo interinstitutionnel, c'est la base, où là on travaille avec maintenant l'État, la métropole de Bordeaux, et donc l'État, la préfecture et l'Adréal, pour avoir un laboratoire d'innovation commun. C'est dans le cadre d'un appel à projet du SGMAP qu'il y a eu sur l'innovation publique territoriale. Donc là, on est en train de bâtir un labo qui sera au même endroit que le labo M21, un labo commun d'innovation pour diffuser la culture de l'innovation dans nos institutions respectives, en mettant l'usager, les gens, au milieu de la réflexion, de la simplification et de cette culture-là. Voilà, c'est le double déploiement du labo M21, j'avais oublié un côté. D'accord, merci. Donc on voit quand même que ça bouge dans les collectivités, ça innove. On va changer de département et d'intervenante avec Mona. Mona d'un autre département, donc l'Ille-et-Vilaine. Alors j'ai repris le titre de votre fonction, responsable de la délégation à la transformation, c'est ça ? C'est ça. Bon, jusque-là j'ai tout bon. Et vous êtes aussi sur un projet de labo, de lab, c'est ça ? Oui, peut-être quelques mots sur la délégation à la transformation, pour expliquer un petit peu. Qu'est-ce que vous transformez ? Voilà. L'eau en vin. Bon, le département d'Ille-et-Vilaine, pour donner une idée un petit peu, pour que je me fasse comprendre et qu'on puisse situer un petit peu nos projets, c'est 4300 personnes, 4300 salariés, c'est 120 à 130 services à peu près, répartis sur une quarantaine de sites géographiques. Ouais. Donc, organisation classique, très hiérarchique, avec plusieurs niveaux, DGA, directeur, chef de service, responsable de mission, etc. Donc, le département, le contexte, vous l'avez évoqué un petit peu, c'est un contexte de changements multiples, très accéléré, avec la réforme, les contraintes financières, le projet politique de la nouvelle majorité, les exigences ou les attentes des citoyens qui évoluent, un projet de direction générale, etc. Donc on a un contexte aujourd'hui qui est très mouvant et on voit bien, et quand je dis on voit bien et on constate, on ne peut plus travailler comme avant, on ne peut pas continuer à reproduire les mêmes façons de faire. Donc nous élus, comme notre direction générale, ont bien pris conscience qu'il faut se transformer, il faut se réinventer pour faire mieux, au moins aussi bien avec des moyens équivalents ou voire en baisse. Les contraintes financières sont très fortes. Donc, juste la volonté de transformation, c'est pour des conséquences ou des causes, j'allais dire, budgétaires, ou c'est vraiment parce que... Non, c'est un ensemble. C'est pas uniquement c'est pas pour répondre uniquement à la contrainte financière, mais en tout cas, ça en fait partie. Et c'est quelque chose c'est un accélérateur parce qu'on voit bien qu'il faut faire mieux avec moins de moyens. Mais c'est un élément important. Mais ça n'est pas il y a d'autres éléments de contexte, comme je l'ai expliqué. Et donc, nos élus ont décidé de mettre en place une délégation à la transformation, dont le rôle est d'accompagner toutes ces transformations-là, c'est-à-dire d'essayer d'anticiper, d'accompagner le changement. Mais pourquoi ? Ce n'est pas un but en soi, mais c'est pour voir comment est-ce qu'on peut transformer ces changements en quelque chose de positif, en bénéfice à la fois pour nos usagers, donc pour leur rendre un meilleur service public, mais
aussi pour nos agents. Il faut qu'il y ait un équilibre, ça ne peut pas être déséquilibré. Et donc, il y a besoin d'accompagner. Et cette délégation, c'est ça son rôle, en fait, hein, c'est d'accompagner. Et donc, il y a plusieurs, en termes de structure, il y a plusieurs entités. Donc, c'est une entité qui n'existait pas, elle est nouvelle. Mais par contre, elle regroupe des entités qui existaient, par exemple, comme la direction des systèmes numériques, qui dépendait d'un autre pôle, la communication interne, qui est un moteur aussi de la transformation qui est raccroché à cette entité. On retrouve également toute la relation à l'usager, la relation aux habitants et la démocratie participative. Et puis une entité nouvelle qui est plutôt axée sur l'innovation, la simplification et la transversalité. Donc ce qui est nouveau, c'est le regroupement de toutes ces entités-là dans la délégation à la transformation. C'est combien d'agents à peu près en tout? Alors au total, avec la direction des systèmes numériques, ça fait 80 personnes. En dehors de la direction des systèmes numériques, c'est 25 personnes à peu près. D'accord, donc on a bien compris l'objet, ce que ça a entraîné comme conséquence. Concrètement, c'est quoi les premiers chantiers sur lesquels vous êtes penchés une fois que la délégation a été créée, que vous avez regroupé, expliqué à la com interne qu'ils ne vont plus dépendre du DG ou du je ne sais pas quoi pour rejoindre une nouvelle délégation à la transformation. Donc il y a eu un travail de fait. Ok, maintenant on est lancé. On travaille sur quoi? Alors, c'est tout récent, hein, parce qu'on est en place depuis début mars. Donc là, on est dans une phase d'installation, d'appropriation, d'interconnaissance, etc. Donc voilà, il faut recréer les équipes, mettre en place une animation. Enfin voilà, vous savez ce que c'est. Il y a tout un travail de construction. Mais pour autant, il y a déjà des chantiers en cours. Il y a des choses qui existent. Il y a aussi une ambition. Par exemple, parmi les sujets les plus importants, c'est la démarche de la relation à l'usager. Comment on améliore aujourd'hui la réponse ou le service rendu à l'usager. Donc, il faut gérer, on va dire, il faut réinterroger la manière dont on répond aux sollicitations des usagers, réinterroger aussi la manière dont on donne toutes nos prestations. Aujourd'hui, le numérique envahit nos vies, mais en même temps, aujourd'hui, on continue à délivrer une prestation comme on le faisait il y a plusieurs années. Voilà, donc il y a la démarche relation à l'usager. Et justement, cette démarche, c'est vous qui vous en emparez en disant c'est un vrai sujet, ou alors c'est d'autres collègues, directeurs des transports ou qui vous demandent de travailler sur ce sujet. Comment ça s'opère? Alors nous, notre rôle, c'est de faciliter, c'est de développer, de fédérer, d'animer, d'expliquer, etc. Mais le travail va être fait par les services. Et c'est ça le défi, justement, c'est de les embarquer tous, en sachant que nous, on a déjà une culture assez développée de la relation à l'usager, parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Sauf que là, l'idée, c'est de donner un coup de pouce, de mettre le curseur un peu plus loin et de faire en sorte que tout le monde prenne bien conscience de la place de l'usager et très en amont. Voilà, ne pas attendre d'être dans l'évaluation pour aller interroger l'usager sur ses attentes, sur l'adéquation de la réponse à ses attentes, etc., mais de le faire très en amont. Donc on change un peu de façon de faire, on va dire. D'accord. Et justement, vous avez recruté, il n'y a pas très longtemps, je crois, des facilitateurs. C'est ça. Comme quoi je suis bien informé. Oui. Et du coup, c'est quoi le rôle qu'ils ont, ou qu'elles ont? Je sais pas si elles ont, voilà. Je crois qu'elles sont dans la salle en plus. Donc pas de bêtises. Donc, dans la délégation, en fait, il y a quelque chose d'important, c'est de se dire, on a un rôle vis-à-vis des services, mais nous aussi, c'est une entité qui doit être aussi un lieu d'incubation, d'innovation, et donc on l'applique aussi sur notre propre fonctionnement. Et donc là, on a mis en place, pour animer et manager ces entités, on s'est dit on ne va pas créer des postes de directeur, de chef de service, etc. On veut sortir un petit peu du modèle hiérarchique et donc on a décidé, donc quand je dis on, ce sont les élus, la direction générale, donc c'est porté quand même au plus haut niveau, de mettre en place des facilitateurs, des facilitatrices du changement. On a beaucoup cherché pour trouver le titre, etc. On s'est interrogé. Et donc, alors facilitatrice, ce n'est pas au sens animateur de groupe ou de réflexion. On est vraiment sur le volet managérial. Et le rôle, c'est de manager toutes ces équipes
le management collectif, mais aussi individuel. En fait, on met l'accent sur la posture, vraiment la posture managériale. Donc décaler, on va dire, un peu le contrôle, enfin le lien hiérarchique habituel, qui est la commande, le contrôle, etc. Plutôt pour se centrer sur la posture managériale qui met l'accent sur le sens, pourquoi on fait les choses, quels sont les objectifs, donc les expliquer, les partager, et faire en sorte que chacun puisse, on va dire, mettre en valeur ses compétences, son savoir-faire, donc accompagner les personnes, trouver des solutions ensemble, co-construire, faire jouer la transversalité. Et est-ce qu'il faut, parce que c'est important, mais est-ce qu'il faut arriver quand même encore à convaincre des directeurs du rôle que va avoir cette personne et qui peut se trouver peut-être dépossédé ou remis en cause dans ces modèles ou méthodes de management, justement? Alors c'est vrai que dans une organisation hiérarchique, il y a une ambition, mais dans la réalité, c'est très difficile, effectivement. Lorsqu'on a publié les fiches de poste, les collègues, quand ils consultaient les fiches de poste, voyaient facilitateur. Donc on pensait animation de groupe de travail. Donc déjà sur le terme, voilà, il y avait une difficulté. Et dans la vraie vie, c'est-à-dire maintenant, là, depuis que les collègues ont pris leur fonction, il faut faire beaucoup de pédagogie. C'est pas quelque chose qui va de soi. Et c'est même regarder avec un peu de méfiance. Ah oui, donc oui, mais alors il faut qu'elles soient légitimes. Et alors qu'est-ce qu'elles vont faire? C'est quoi leur rôle, etc. Il faut savoir que là, on sort complètement du cadre habituel. Et c'est là où on s'aperçoit que tout est fait, en fait, pour avoir des niveaux hiérarchiques. Très concrètement, c'est quel va être, par exemple, leur régime indemnitaire. Dans quelle instance, par exemple, est-ce qu'elles font partie du comité de direction? Est-ce qu'elles font partie des réunions des chefs de service? Et alors, si elles font partie de ces instances, eh bien, quel est leur rôle? Est-ce qu'elles ont autant de légitimité ou pas? Voilà, on s'interroge beaucoup aussi sur leur rôle. D'ailleurs, nous, je reprécise que comme c'est en place depuis 2 mois, on a un gros travail qu'on démarre là sur quel est vraiment leur rôle, quoi. À quel moment un collègue va travailler avec la facilitatrice et pour quel sujet il va venir vers moi puisque c'est moi qui assure le lien hiérarchique. Voilà. Oui. Donc il y a tout ça à définir. Et puis vous acceptez le principe de l'innovation, de leur donner un rôle au départ, de s'apercevoir que ce n'était pas le bon au bout de 6 mois, 1 an, et de recadrer, cas échéant, leur rôle. Oui. On est complètement dans cet état d'esprit-là. Et d'ailleurs, les collègues qui ont été retenus sur ces postes-là, elles prennent aussi un risque. Voilà, effectivement, parce que c'est quelque chose de nouveau. Et on sait, elles le savent, et on le sait collectivement que, oui, on a le droit à l'erreur. Si on voit que ça ne le fait pas, parce que pour X raisons, eh bien, effectivement, il faudra qu'on trouve d'autres façons de faire. Est-ce qu'on revient au modèle hiérarchique habituel ou pas? Enfin, voilà, tout ça. Elles peuvent être virées, du coup, si leur rôle de... Alors, virées, non, parce que c'est vraiment des personnes, des personnes très compétentes, donc virées, non, ça m'étonnerait. En tout cas, moi, je ne le souhaite pas. Surtout pas, d'ailleurs. Non. Mais voilà, il y a d'autres façons de faire. Alors, ce qu'on prévoit de faire aussi, c'est de mettre en place une sorte de comité de suivi qui observe un petit peu le fonctionnement, etc. Et puis de définir peut-être aussi des indicateurs. Qu'est-ce qui nous fait dire que ça marche ou pas? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de recul par rapport à ça. Dans les 2 autres collectivités, vous avez des facilitateurs avec un rôle à peu près équivalent à celui exposé par Mona ou pas? Flore, peut-être. Moi, je pense effectivement développer un de ces aspects-là. Nous avons des ambassadeurs de l'innovation interne qui ne sont pas forcément des spécialistes de l'innovation, mais qu'on fait monter un petit peu en puissance en les formant, en les sensibilisant, mais en tout cas qui portent la démarche, le sens de la démarche, et qui peuvent orienter nos collègues sur les bonnes personnes. Les bonnes personnes étant plus ce qu'on appelle les boosters, c'est-à-dire des personnes qui détiennent des techniques, qui peuvent faire du conseil, etc. Voilà. Donc ce n'est pas tout à fait équivalent, mais c'est... Ouais. D'accord. Bon, vous avez le micro, vous le gardez. Okay. Juste, alors, donc, avec vous, puisque vous êtes un peu le local de l'étape à Nantes Métropole, l'innovation managériale à Nantes, et à Nantes Métropole, il faut parler des 2 structures, 2 collectivités, c'est un vrai sujet. C'est un vieux sujet ou c'est un sujet assez récent? C'est un sujet qui date du début du mandat parce que très clairement, quand l'équipe de Johanna Roland s'est mise en place il y a 3 ans, l'innovation faisait partie des marqueurs politiques du mandat, c'est-à-dire des priorités du mandat. Et donc, elle a souhaité qu'en interne, il y ait aussi un plan d'action qui s'appelle l'innovation interne et que j'avais la charge de mettre en place et de conduire.
Donc de décider du contenu et du J'avais déploiement. Feuille blanche au départ. Feuille blanche, d'accord. En disant il faut innover. Comment est-ce qu'on fait pour porter l'innovation en interne et faire en sorte effectivement que nos deux collectivités, d'une part, continuent à innover parce qu'elles innovaient déjà, on ne va pas se cacher, mais innovent encore plus parce qu'effectivement on est dans un contexte de contraintes financières qui pèsent sur l'ensemble du secteur public, évidemment, et que donc il faut faire mieux avec moins, etc. Voilà. Donc ça veut dire dans la contrainte, du mieux avec moins. Dans la contrainte, ça veut dire effectivement une obligation d'innover. Alors, la page était blanche il y a 3 ans. En 3 ans, vous n'avez gratté. Qu'est-ce que vous avez gratté en 3 ans sur cette page? Nous avons gratté en premier lieu effectivement un plan d'action qui a été construit de manière très participative avec des cadres qui étaient volontaires. Et donc qui a défini effectivement trois objectifs. Le premier, c'est qu'on innove pour rendre notre service public plus efficient, donc moins consommateur de ressources, toujours plus pertinent, c'est-à-dire qu'il s'adapte aux attentes de nos concitoyens. Et puis surtout, on innove pour améliorer le bien-être des agents, des 7500 agents de nos deux collectivités. Donc ça, ce sont les 3 orientations. Mais il y a aussi il y a un enjeu qui est d'innover en soi, mais il y a un autre enjeu aussi qui est de renouveler les pratiques managériales. Ça a été dit aussi chez Mona. Donc là, pour le coup, l'idée, c'est plus de sensibiliser et de former l'ensemble de la ligne managériale à d'autres techniques d'animation pour favoriser l'intelligence collective. Voilà, c'est des techniques qui sont simples, que tout le monde connaît ici, je pense, et puis qui renouvellent les pratiques, qui permettent aussi de respirer dans une organisation un peu hiérarchique. Les directeurs ou chefs de service concernés, ils sont partants, ils acceptent le fait de changer, ils acceptent le fait de devoir remettre en cause des techniques, leur animation, leur méthode de management. Alors, on a tout. Il y a des réfractaires Voilà, c'est ça. Donc, il y a des personnes qui ne nous avaient absolument pas attendues pour faire des choses, forcément. Et puis, il y en a d'autres qui se prêtent facilement au jeu et puis ensuite qui deviennent des boosters et des leaders. Et puis, il y en a d'autres qui sont un petit peu réfractaires et qu'il faut essayer de convaincre, effectivement. Quand vous me demandiez l'autre jour quels étaient les points de satisfaction et les points un petit peu plus difficiles, c'est sûr qu'un point de satisfaction, c'est quand on voit que la démarche prend et on a des indicateurs ou en tout cas des éléments qui nous permettent de le mesurer. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut toujours convaincre, et ce, à tous les niveaux hiérarchiques. Et on peut nous renvoyer assez régulièrement « Ah, mais non, mais nous, on n'a pas le temps de s'amuser, mais ça, c'est un gadget, mais ça, c'est hors sol, etc. » Alors que finalement, quand on fait l'expérience, l'autre jour, on a fait, la semaine dernière, un séminaire des directeurs avec des ateliers qui étaient conduits et animés avec des méthodes créatives. Le résultat, il le voit, il est très positif. En 3 quarts d'heure, on arrive à jeter sur le papier des idées nouvelles, etc. Donc ça, il suffit de l'avoir expérimenté finalement une fois pour être... Voilà. Et les indicateurs, c'est quoi qui vous... quels sont les indicateurs qui montrent que justement vous êtes sur la bonne voie? Les indicateurs auxquels j'ai réfléchi, parce que c'est vrai qu'on n'était pas parti forcément avec beaucoup d'indicateurs au départ. C'est que d'abord, on a mis en place un forum de l'innovation sur notre outil intranet. Donc c'est un endroit où n'importe quel agent peut venir déposer des idées, soit de manière spontanée, c'est l'innovation participative. Idées sur son service, sur la façon dont il est rendu, sur l'organisation. Absolument, son service ou le service d'un autre ou l'organisation et le fonctionnement interne de la boutique. Voilà. Il poste de façon anonyme. Anonyme ou pas, c'est-à-dire qu'on peut avoir un petit avatar ou alors on peut mettre son nom, c'est un peu comme on le souhaite. Dit peut-être aussi. Okay. Donc il y a ça, il y a l'innovation spontanée et puis aussi on fait des appels à idées. Typiquement, Johanna Roland le disait ce matin, il y a eu un grand débat sur la transition énergétique, donc on a fait un peu un équivalent en interne avec plusieurs modalités, dont le forum. Et effectivement, on posait des questions sur comment est-ce qu'on pourrait faire pour moins dépenser d'énergie sur tel et tel truc. Bon, voilà. Donc on a ces idées qui sont postées. Donc ça, on est parti en sachant pas si ça allait prendre ou pas. On l'a mis en place de mémoire fin octobre et on a aujourd'hui, alors vous allez me dire c'est peut-être beaucoup, pas beaucoup, je sais pas, on a plus de 60 idées qui ont été déposées. Mais surtout, ce n'est pas tant le nombre d'idées que ce que ça génère. C'est-à-dire qu'on l'a créé sous forme de forum. Et moi, j'ai été très, très surprise de voir à quel point ça générait des échanges. C'est-à-dire qu'auparavant, par exemple, notre outil intranet sur lequel on poste toute la journée un fil d'actu, etc., permet de faire des commentaires. Donc, il suffit de cliquer et de déposer des commentaires. Ça ne fonctionne quasiment jamais.
C'est-à-dire que les gens ne réagissent pas, on ne sait pas si c'est bien, pas bien, ce que ça leur inspire. Là, sur le forum, c'est assez fou. C'est-à-dire que quelqu'un poste une idée, il y a toujours quelqu'un d'autre qui vient dire « Ah bah ouais, c'est pas mal, effectivement, bah tiens, on pourrait le faire comme ci, comme ça », donc enrichit, poste une autre idée. Voilà, donc c'est assez impressionnant à quel point ça a pu générer du dialogue en interne. Et ça, je trouve que c'est un autre point de satisfaction. Le spontané, donc la boîte à idées, alors là, c'est digital, donc c'est sur l'intranet, on peut poster une idée sur une meilleure, etc. Est-ce que derrière, ça c'est le support, mais est-ce que derrière l'idée, qu'est-ce qu'elle devient? Alors là, c'est une des difficultés que l'on a, c'est qu'effectivement, au départ, ce que j'ai omis de dire, c'est que nous sommes partis avec 0 moyen, c'est-à-dire pas de budget consacré et pas de temps humain consacré. C'est-à-dire qu'au départ, quand il a fallu écrire le plan d'action, je me suis entourée de personnes dont je pressentais qu'elles avaient été intéressées par la démarche, puis telle et telle a dit bah oui, ce serait bien de faire appel à telle ou telle personne. Bon, bref, on s'est retrouvé un petit groupe de 8, mais on a fait ça en plus du reste, voilà. Hein. Et puis c'est pas écrit dans notre fiche de poste, voilà. Donc on est parti à 8, et puis finalement, maintenant on est un petit peu plus nombreux, puisqu'on a entre guillemets désigné des ambassadeurs dans toutes les directions, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que on avance. On a plein d'idées, mais on n'a pas forcément beaucoup de temps ni beaucoup de moyens pour les mettre en place. Donc c'est vrai que le forum, on a réussi à le faire, à le mettre en place, mais maintenant, il faut qu'on s'attaque effectivement à la suite, c'est-à-dire à l'instruction des idées. Donc ça, c'est une phase qui va arriver là, dans les semaines qui viennent. Déjà, on a mis en place un processus, on a défini un processus qui doit être transparent, avec des critères ouverts à tous, etc. Bon, voilà. Donc ça, on va le mettre en place. C'est pas un peu dommage de se lancer dans des innovations sans se dire qu'on a les moyens derrière d'aller jusqu'au bout? Non, parce que pour moi, je l'ai toujours dit ça, c'est un principe, c'est l'innovation, chez nous, elle doit être frugale ou elle n'est pas. Enfin, je dis toujours, innover quand on a des dizaines de milliers d'euros ou des millions d'euros, quelque part, c'est facile. Innover quand on n'en a pas avec les moyens du bord, c'est là que ça devient challengeant. Et tout ce qu'on fait, on le fait avec un prix, mais vraiment réduit. Enfin, le forum, ça ne nous a rien coûté. C'est des outils qui existent, qui sont sur le web, voilà. Et on essaie de travailler exclusivement que comme ça. Bon, après, c'est vrai qu'on avance beaucoup en marchant, on est beaucoup dans l'expérimentation, et on le dit systématiquement, on expérimente des dispositifs, on expérimente Vie-ma-vie, on expérimente le forum, et puis à un moment donné, on s'arrête, puis on regarde, et puis on va se demander si effectivement ça vaut le coup de continuer ou pas. Alors là, c'est vrai qu'on a un petit retard à l'allumage sur l'instruction des idées, mais quand on va partir, on va accélérer très très fort. Là, alors, il y avait la page blanche il y a 3 ans. On arrive c'est la période des bilans mi-mandat. Est-ce que du coup, vous revenez vers les élus d'une manière ou d'une autre pour dire un peu ce qu'en 3 ans vous avez pu construire comme plan d'action, développer, etc. Est-ce que vous faites aussi votre propre bilan à mi-mandat? Bon, oui, on le fait régulièrement parce que dans le groupe de pilotage qui est en place, on se re-questionne très régulièrement, et puis régulièrement aussi en direction générale, il va falloir que je vienne pour dire voilà où on en est, voilà où on en est le forum, l'expérimentation Vie-ma-vie, voilà les résultats qu'on a. Donc voilà, effectivement, on se repose la question. Du point de vue des élus, donc je disais au départ, on a une commande politique, hein, c'est une chance d'avoir ça, et puis notre plan d'action, il a été aussi, entre guillemets, validé et parrainé par deux adjoints vice-présidents, l'un qui s'occupe du numérique et de l'innovation, et puis l'autre qui s'occupe des ressources humaines pour le volet managérial. Donc c'est un peu moins fréquent qu'on retourne vers eux, mais effectivement, il va falloir qu'on le fasse aussi. Et avec le recul des 3 années, qu'est-ce qui fait que ça marche, l'innovation, dans une collectivité comme de la taille de Nantes Métropole? C'est la taille, justement, c'est même s'il n'y a pas beaucoup de moyens, mais il y a quand même un peu plus de moyens dans une collectivité de 60 agents. C'est l'impulsion que peut avoir la direction, c'est l'impulsion politique, c'est tout ça. C'est quoi les critères clés pour que ça puisse fonctionner, l'innovation au sens large? Je pense d'une part qu'il faut effectivement que ça soit porté au plus haut, donc ça, je pense que chez nous, c'est le cas. Et puis, il faut que ce soit animé en permanence et toujours aussi rattaché au sens, c'est-à-dire qu'effectivement, innover pour innover, bon, ok, so what. Et puis en plus, l'innovation, limite, ça peut presque être
perçu comme déstabilisant. Voilà. Donc, quand on le fait systématiquement, on essaye de raccrocher ça au service public, à la qualité du service public, à la qualité de travail des agents en interne. Donc ça parle. Et puis, je pense que ça aussi, ça donne du souffle. Moi, je pense qu'effectivement, quand on laisse la possibilité aux agents de s'exprimer, de donner des idées, de les écouter, ça ne peut que les motiver, je pense. Hein. Et puis, quand on montre qu'on peut travailler différemment, de manière plus ouverte, plus ludique, mais que pour autant ça donne d'aussi bons résultats, voire peut-être de meilleurs résultats, c'est pareil, ça redonne de la motivation. Voilà, c'est comme quand on vient à la fabrique du changement chaque année, on repart, on est boosté, on est gonflé, on a eu plein d'énergie positive, on a vu qu'il y avait des techniques toutes simples qui donnaient des résultats extra. Donc voilà, on a envie de les mettre en place. Et je pense que c'est contagieux, en fait, l'innovation interne. Il y a un dernier point de votre plan stratégique que vous avez évoqué tout à l'heure. C'était le bien-être des collaborateurs. C'est pourquoi vous avez... c'est parce que c'est la mode, c'est parce qu'il y avait un mal-être, il y a un mal-être à Nantes Métropole, parmi les agents, c'est quoi? Non, il y a 3 ans, on s'est dit, voilà, pourquoi, effectivement, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'innovation de ce point de vue-là? Et on s'est dit 2 choses. L'innovation participative, c'est-à-dire l'idée de dire à chacun, vous êtes en capacité d'apporter des nouveautés, des petites innovations ou des plus grosses, effectivement, c'est redonner la capacité d'agir et de proposer. Et ça, effectivement, ça ne peut être que remotivant pour des agents. Je ne pense pas qu'on était, il y a 3 ans, dans une situation plus critique que ça. Enfin, voilà, mais c'est simplement que dans une administration comme les nôtres, parce qu'il y a 2 boutiques, je le rappelle, c'est quand même très hiérarchisé, très lourd parfois, enfin oui, statique. Ça peut être très lourd, effectivement. Il y a plusieurs niveaux hiérarchiques. Bon, voilà. Donc effectivement, d'apporter un peu cette nouveauté, cette fluidité, le fait qu'on n'ait pas passé toutes les étapes hiérarchiques quand on veut proposer quelque chose. Ça aussi, il y a un côté un peu ça court-circuite quand même un petit peu la hiérarchie. Il faut pas se le cacher. Bon, ça, c'est de nature à remotiver. Et puis aussi, on se disait, les agents aussi vont pouvoir proposer des choses qui améliorent leurs conditions de travail, tout simplement. Voilà, ils peuvent avoir des idées sur une autre manière de faire et qui peut tout simplement diminuer la pénibilité de leur boulot au quotidien. Et ça, c'est aussi intéressant. Au bout de 3 ans, qu'est-ce que vous ne referiez pas pour que ça fonctionne mieux, finalement? C'est toutes ces... La question n'était pas prévue. Ah ouais, non, là, c'est une colle, j'avoue. Il faut que je réfléchisse 2 minutes. Est-ce qu'il y a un truc à parfaire, puisqu'on est entre nous et que... Voilà, est-ce qu'il y a un truc à parfaire, finalement? Ou que vous pourriez refaire, mais de façon plus... Peut-être, oui, peut-être à pas faire, effectivement, partir sans moyens humains à minima. Ouais. Voilà. Parce que peut-être que, pour le coup, le fait de ne pas pouvoir avoir le rythme qu'on voudrait, c'est peut-être un petit peu handicapant. Encore que, moi, je dis, les personnes qui ont déposé des idées sur notre forum, elles ne sont pas là à appeler le matin en disant « Dis donc, ça fait 6 mois que j'ai mis une idée, est-ce que vous me dites où ça en est mon idée ?» Bon, voilà, on n'a pas ça. Mais on pourrait, et je comprendrais que les gens me disent « Attendez, qu'est-ce que vous foutez? C'est pas possible. » Donc voilà, ça je me dis, si c'était à refaire, je dirais peut-être « Ok, on y va, mais il faut à minima... » Voilà. Socle, bon, maintenant, il se trouve qu'effectivement, nous les avons. On a 2 personnes qui vont travailler sur l'innovation presque à temps complet. Donc ça c'est bien et on s'organise comme ça. Et puis nos ambassadeurs, c'est aussi une force de frappe incroyable. C'est-à-dire que là encore, ce sont des personnes, ça ne figure pas sur leur fiche de poste, ils sont volontaires et on les rencontre le plus fréquemment possible pour justement maintenir cette force, cette énergie. Et ils font des trucs hallucinants. Moi, parfois, je les rencontre et j'en tombe de ma chaise. Ils arrivent à faire des trucs que je n'imaginais pas qu'ils pourraient faire, quoi. Donc, c'est plus ça. La seule chose, peut-être le seul regret, c'est ça, c'est sur les moyens. Mais après, si vous me demandez qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qu'il faut faire, plein de choses que je referai très, très volontiers parce que c'est extrêmement motivant et enthousiasmant. Bon, merci Flore. On va finir avec Marion Lambert, donc responsable de la qualité de vie au travail à la CARSAT. Alors, de l'extérieur, la CARSAT, on se dit, ça sent la naphtaline, ils sont tous... Non, je plaisante. J'aime bien provoquer un petit peu. Non, mais voilà, on se dit, pourquoi travailler la QVT à la CARSAT? Est-ce que c'est lié au titre? Puisque ça veut dire caisse d'assurance retraite et de santé au travail. Donc, vous êtes dit, si on s'occupe de la santé des autres, il faut qu'on s'occupe de la santé de nos salariés. Ou est-ce que c'est plus vertueux que ça?
Ouais. En fait, peut-être redire ce que c'est la CARSAT en région. C'est un organisme donc, de droit privé, les salariés de la CARSAT ne sont pas fonctionnaires, qui sert une mission de service public. Donc on appartient à la branche vieillesse du régime général. Cette branche-là, elle représente environ 12 000 personnes et en région, c'est environ 900 salariés pour la CARSAT. Ça veut dire que sur 2016, on a versé environ 5 milliards de prestations à 730 000 retraités, qu'on a accueilli 30 000 personnes qui ont été suivies par le service social et qu'on a accueilli plus de 80 000 retraités dans nos points d'accueil. Ça veut dire aussi que notre institution, depuis quelque temps, elle a vécu des mutations. Les pouvoirs publics nous ont invités, comme certaines de mes confrères, à revoir un peu la manière dont on servait nos assurés. On a été, nous aussi, impactés par l'arrivée du numérique. On a souhaité se réorienter vers plus de conseils, ce qui est super. Mais tout ça, forcément, face à une population de salariés qui est plutôt avec une ancienneté assez forte, une pyramide des âges qui est plutôt vieillissante et des effectifs qui sont contraints, ça amène forcément à s'interroger sur la manière dont on accompagne ces transitions en interne. Donc ce département, il a été créé pour prendre soin de nos salariés. Donc oui, on tient à être exemplaire, pour faire en sorte que chacun soit bien dans son travail. Notre branche et notre caisse nous invitent à penser, pourquoi je suis profondément convaincue, que la performance sociale sert la performance de gestion. Nous, on n'a pas une performance économique, on dépense des deniers publics. Donc tout ça, ça nous a amené à s'interroger sur quels sont les impacts de ces transitions, de ces mutations sur notre manière de travailler, sur les compétences dont on va avoir besoin demain. Quand on passe d'un accueil qui était que physique à un accueil qui va se faire d'une autre manière, comment on accompagne nos salariés. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Si, tout à fait. Donc, qualité de vie au travail, c'est un service qui a été créé quand exactement en région ? 2013. 2013. Combien vous êtes à vous en occuper pour la CARSAT Pays de la Loire ? 5 personnes. 5 personnes, essentiellement consacrées à s'occuper de la qualité de vie au travail des 900 collaborateurs Pays de la Loire. D'accord. Mais on n'est pas tout seul, en fait. C'est-à-dire ? Vous parlez de facilitateurs, etc. Moi, je pense que nos facilitateurs à nous, nos ambassadeurs, c'est les managers de la CARSAT. Donc, ils sont près de 200. Vous parlez du travail sur les postures. Il y a une personne de la Maïf tout à l'heure qui témoignait, qui disait nous, dans notre population de managers, on a ceux qui sont devenus managers parce qu'ils étaient des experts, et puis ceux qui sont devenus managers parce qu'ils avaient né de l'extérieur, ils avaient une posture managériale. Et bien, ça fait partie de ce qu'on vit aussi à la CARSAT, comment on accompagne la posture managériale, comment on accompagne les personnes qui vont guider des équipes à vivre le changement. Donc, je ne sais pas si ça prend un label innovation, mais en tout cas, pour nous, c'est des missions qu'on porte au sein de la QVT. Quels moyens on donne, quels outils on donne à nos managers pour vivre des réunions. Alors, moi qui ai travaillé dans une entreprise où on se libérait, je trouve qu'à la CARSAT, on fait à peu près la même chose. On l'a appelé le MSP, le Management Social de la Performance. On se réunit entre secteurs d'un même processus, on regarde comment on travaille, on regarde ce qui sont nos irritants, nos cailloux dans la chaussure, et puis on cherche à y trouver des réponses. Ça a permis de déplacer la prise de décision qui était précédemment assez managériale, puisque, comme vous le disiez, chez nous aussi, c'est des organismes assez pyramidaux. Même si ça évolue, la révolution ne se fait pas en 2 jours. Et là, on a redonné du pouvoir, redistribué de la responsabilité à d'autres échelons que les échelons qui étaient ceux de la direction, des managers. Donc ça, c'est de l'innovation pour nous sociale. Et ça a été dur à faire accepter justement par les grands ou moyens directeurs de se départir d'une partie de leur pouvoir ? Je ne sais pas, faut leur demander. En fait, je pense que c'est difficile pour chacun de nous, d'un moment, d'évoluer dans nos pratiques professionnelles. Tout à l'heure, tu disais « je change, nous changeons ». Le changement, c'est vraiment une posture individuelle. Comment chacun de nous va décider à un moment de faire autrement. C'est un chemin personnel. Donc oui, ça n'a pas été évident pour certains, ça continue d'être compliqué pour d'autres, et ça a été plus spontané. Il n'y a pas une réponse uniforme. Et donc, évidemment, ça crée dans une institution des endroits où ça avance plus vite que d'autres, etc. D'accord. Donc, il fait bon travailler à la CARSAT. Et concrètement, pourquoi ? Qu'est-ce que vous faites de concret par rapport à cette politique qualité de vie au travail ? On fait, alors pour moi, dans la qualité de vie au travail, il y a ce qui est périphérique au travail, ce qui va faire que tout un chacun, on va lui faciliter la vie. Donc, je disais, on va mettre des horaires de réunion qui permettent à chacun de ne pas trop se contraindre. Donc, ça fait sourire, mais généralement pas avant 9h, 9h30 et pas après 16h30.
Mais comme on perd beaucoup de temps en réunion, parce qu'il y a un atelier qui est le Oui, il y a guide de des ateliers pour survie ça, en ouais. réunion. Donc je me dis, finalement, c'est peut-être une bonne chose. On a créé une crèche, une micro-crèche avec une association. Donc ce n'était pas juste créer une micro-crèche, c'était rester fidèle à nos valeurs. Donc une des premières, c'est la solidarité. Juste un point sur la microcrèche, c'est intéressant parce que les modalités, vous allez nous les expliquer, mais c'était une microcrèche, c'est la direction qui a dit tiens, on va faire plaisir, on va créer une microcrèche, ça va occuper ces dames. Ou est-ce que c'était une remontée enfin voilà, est-ce qu'il y a eu des besoins, des attentes exprimées par des salariés qui ont dit pour mieux travailler, il faudrait qu'on soit aidé à ce niveau-là? Comment ça s'est opéré? Déjà, la population de la CARSAT, c'est 70% de femmes. D'accord. Nous, on a tout intérêt à pouvoir attirer plutôt des personnes, des jeunes femmes. On s'est dit que c'était un service qui permettait de mieux concilier peut-être la vie personnelle, la vie professionnelle. Voilà, on s'est rendu compte que voilà, il y avait pas mal de personnes qui avaient des congés maternité et donc on avait fait une enquête préalable et on s'est rendu compte qu'il y avait un réel besoin, une réelle attente. Donc on l'a fait en partenariat avec plein de, la CAF, Nantes Métropole, etc. Mais on l'a fait en restant fidèle à ce qu'on est. Donc c'est une micro-crèche de 10 berceaux, 7 sont pour les salariés de la CARSAT et on l'a fait dans une maison intergénérationnelle dont l'association qui en est fondatrice a pour vocation d'offrir un logement décent à des personnes qui seraient exclues du marché immobilier. Donc cette maison intergénérationnelle, elle accueille des personnes, des familles monoparentales, des familles nombreuses, des personnes qui seraient normalement pour lesquelles l'accès à un logement serait difficile. Donc voilà, c'est un projet qui sert le personnel et qui nous permet d'être fidèles à ce qu'on est. Et la microcrèche est installée à Nantes? Elle est installée rue de la Bastille, oui. D'accord. Et comment le vivent les autres parties CARSAT situées dans les autres départements de la région? Ouais. Ils vous demandent aussi une crèche ou... Non, ils demandent des mobilités à Nantes, en fait. Ah oui. D'accord. Non, mais en fait, c'est une réalité. C'est quand on fait quelque chose à un endroit, vu qu'on est éparpillé sur toute la région, comment on permet aux autres unités délocalisées de le vivre. Là, pour le coup, créer des micro-crèches dans tous les départements, c'était plus délicat. Alors du coup, comment vous répondez à des salariés situés à Angers ou ailleurs en disant et nous, qu'est-ce qu'on fait? Vous ne répondez pas? En tout cas, aujourd'hui, on n'a pas décidé de créer des micro-crèches dans chaque département. D'accord. Donc ça, c'est une initiative intéressante. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais qu'il y en a d'autres. Il y a des salles de repos. Vous avez mis en place ça? C'est ça? Comment ça se... Des salles de repos, des parkings à vélo. Et ça, c'est vraiment ce qui est périphérique, qui peut peut-être faire sourire certains. D'ailleurs, ça a été, quand on a créé ce département qualité de vie au travail, on est venu nous chercher un peu, si c'est juste ça, finalement, nous permettre de faire du vélo le midi, etc. Vous êtes bien gentils, mais nous, on a un vrai métier. Donc, je vais plutôt aller sur l'autre volet, qui est la qualité de vie au travail. C'est vraiment aller se centrer sur ce qui fait... comment on fait notre travail, quelles sont nos conditions de travail. Dans les conditions, il y a est-ce que j'ai les moyens de bien travailler en termes d'outils, de compétences, est-ce que mon cadre de travail me permet d'être le plus efficace possible, est-ce que l'équipe et le manager ont les bonnes postures. Et ça, c'est ce sur quoi on travaille aussi. Donc, on fait partie d'un réseau, je le disais, qui impulse beaucoup de choses, qui crée des outils. Quand généralement, dans un réseau comme le nôtre, vous changez un outil comme celui de la branche retraite, vous n'êtes pas tout seul. Donc, on s'appuie sur ce réseau pour regarder comment ça se passe. On crée des outils pour voir quels sont les impacts en termes d'organisation, de compétences, d'aptitudes. Et on pilote des plans d'action. Tout ça avec les managers et les équipes. On propose des coachings en interne, on a des coachs internes, on fait de la médiation, parce que dans la vraie vie d'une entreprise, il y a plein de relations professionnelles qui se passent bien, puis il y en a d'autres qui sont plus délicates. Et on a choisi d'avoir dans ce département les moyens de répondre à ces besoins-là. Et justement, pour éviter les faits, on fait de la QVT, je caricature, oui. En mettant un baby-foot, en disant ça y est, on est une entreprise super jeune et fun. C'est quoi les éléments? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui montrent que toutes les actions QVT répondent à des besoins, et rendent les gens mieux dans leur travail? Est-ce que vous mettez ça en place? Alors, les indicateurs, ils sont toujours assez difficiles à trouver, toujours les mêmes qui vont revenir spontanément sur l'absentéisme de courte durée. Chez nous, s'il y a des préavis de grève ou s'il y a des rapports, quelles sont les relations sociales, quels sont les rapports de force en interne, etc. Les autres indicateurs, c'est plutôt des signaux faibles, la manière dont on va venir ou pas nous demander conseil, la manière dont on va être impliqué en amont d'un projet ou pas.
la manière dont spontanément on a vu ça évoluer. Les gens sont de moins en moins frileux à venir nous voir. Peut-être qu'avant, quand on venait, dans ce département, c'était parce qu'on avait un problème. Et ben aujourd'hui, finalement, on vient parce qu'on a décidé de venir chercher conseil. Donc, c'est difficile à quantifier, peut-être en regardant peut-être les rendez-vous, mais finalement, voilà, c'est mais rien que sur palpable. l'absentéisme, parce que depuis, vous avez mis en place ces actions et cette ambition de qualité de vie au travail, est-ce que vous avez constaté une diminution de l'absentéisme? Sur l'absentéisme de longue durée. Oui. Alors, est-ce que c'est imputable à la QVT ou en partie, en totalité, on ne sait pas, mais en tout cas, vous avez constaté une diminution. D'accord. Est-ce que quand j'arrive à la CARSAT, alors oui, j'avais une autre question, est-ce que la CARSAT, vous en faites aussi un élément d'attractivité pour recruter? C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de la pyramide des âges, on sait que les jeunes générations, au-delà, s'intéressent au sens aussi, aux conditions de travail et du coup à la qualité de vie au travail. Est-ce que du coup, vous en faites un marqueur dans votre parc employeur pour recruter peut-être plus facilement des jeunes générations qui pourraient être intéressées par une carrière à la CARSAT? C'est peut-être le chantier sur lequel on va se lancer, en s'autorisant peut-être à être plus proactif sur les réseaux sociaux, sur des salons de stagiaires ou autres. Aujourd'hui, on n'en a pas fait un argument de vente. On a décidé de faire et puis après de dire ce qu'on a fait. Voilà. On n'a pas mis en place d'actions spécifiques concernant ces actions-là. Alors ça, c'est pour les nouveaux futurs recrutés, mais quand j'arrive à la CARSAT, je suis recruté à la CARSAT, est-ce que, d'une manière ou d'une autre, on marque le fait qu'à la CARSAT, la qualité de vie au travail, c'est un vrai... ça fait partie de l'ADN, ça fait partie de l'organisation en tant que telle, quoi. Les nouveaux arrivants le disent, puisqu'on a une journée d'intégration spécifique avec un parcours. Donc, on prend soin de ces premiers temps d'immersion. Et les retours qu'on a à chaque fois, puisqu'on a un département marketing, relations clients, et qui s'est occupé aussi de savoir comment avaient vécu les nouveaux arrivants dernièrement, leur arrivée à la CARSAT, ils ont dit... C'est pas mes mots, hein. J'avais jamais eu un accueil comme ça, où c'est vraiment... voilà, on sent qu'on est attendu, accueilli, qu'on prend soin de nous expliquer les choses, qu'il y a une attention particulière. Parfait. Merci. Écoutez, il nous reste, si le temps imparti est respecté, une dizaine de minutes. Bon, voilà, on voit qu'il n'y a pas eu... On était rapide sur certains points, c'est compliqué d'être court et concis. Et on voit qu'il se passe quand même énormément de choses et qu'il va s'en passer encore plus dans les années à venir. On va passer peut-être à des questions ou des remarques ou des commentaires de la salle. Voilà, si certains ou certaines... Alors, je ne sais pas si après... Moi, je vais peut-être descendre avec un micro pour vous donner la possibilité de vous exprimer. Qui veut? Qui a une question, une remarque, une objection à dire? Peut-être François. Non, moi je vais faire juste le mode de transport du micro. Ça peut être un témoignage aussi, hein, ou une réaction, une question, un témoignage. Ah, une question. Bonjour. Ma question s'adresse à Flore. Vous avez parlé des ambassadeurs et du rôle formidable qu'ils ont joué et de choses incroyables qu'ils ont faites. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de... Voilà, merci. Alors, pour redire les choses clairement, donc les ambassadeurs, nous les avons réunis pour la première fois en janvier, hein, c'est ça ? En janvier, 19 janvier. Le 19 janvier, on a fait un séminaire des ambassadeurs. C'était la première fois qu'on les voyait. Et on leur a, finalement, on a partagé pendant une petite après-midi sur ce qu'on attendait d'eux et comment eux voyaient leur mission et qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Et avant qu'ils ne repartent, on leur a proposé de se lancer un défi individuel. Donc chacun partait avec son défi. Et on leur a donné rendez-vous au mois de juin. Donc début juin, on les revoit pour savoir effectivement s'ils ont pu mettre en œuvre leur défi ou pas. Dans l'intervalle, on les aura réunis également au mois de mars pour une petite séance de sensibilisation à quelques techniques de créativité. Voilà, sur le bateau, on arrête, on continue, on tente, enfin voilà, pour qu'ils puissent se faire identifier comme possédant un petit peu aussi des techniques d'animation. Voilà.
Et dans l'intervalle, on ne les a pas lâchés non plus comme ça. On a mis en place une petite feuille de chou qu'on appelle le journal officiel des ambassadeurs, où on leur dit ce qui se passe, les initiatives que les uns et les autres prennent. Et puis également, ils ont la possibilité de venir nous voir tous les jeudis midi. Mon bureau est ouvert avec certains membres du groupe de pilotage qui viennent aussi. Donc chacun mène son sandwich et puis on discute. Et alors, il y en a certains, effectivement, qui sont surprenants. Là, je pense à deux là, que j'ai vus justement la semaine dernière, qui sont dans un même département, tous les deux, et qui sont d'abord allés dans leur comité de direction, présenter la démarche. Déjà, je trouvais ça bien. Ils ont eu un accueil extraordinaire. Ils ont même été challengés pour aller plus vite, plus loin. Et là, ils se sont dit, bon, bah, finalement, dans notre département, il y a 280 agents, on est 2 ambassadeurs, ça va être un petit peu compliqué, sur 3 sites différents, ça ne va pas le faire. Donc, il faut qu'on aille voir les agents pour leur expliquer ce que c'est que l'innovation interne. Et puis, surtout, on va essayer de recruter des consuls. Alors ça, l'idée des consuls, j'ai trouvé ça génial, parce que nous, on ne l'avait pas soufflé. Nous, on avait nos ambassadeurs, et on pensait que ça s'arrêterait là. Eh bien non, les ambassadeurs ont décidé de s'appuyer sur des consuls. Donc, ils sont allés voir les agents, ils leur ont expliqué, ils ont dit, alors, est-ce qu'il y en a que ça intéresse? Bah oui, il y avait des volontaires. Donc maintenant, on a aussi des consuls. On les connaît même pas, mais c'est super. Maintenant, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont animer des réunions sur le terrain pour faire émerger justement des idées sur l'organisation du travail ou comment faire autrement, etc. Voilà. Donc en réalité, on a lancé quelque chose et là, moi, j'ai l'impression que finalement, ça se diffuse, ça nous échappe et c'est tant mieux comme ça. L'idée, c'est franchement pas de maîtriser à fond tout, non. Au contraire, c'est en train de faire des petits et c'est fantastique comme ça. Parce qu'on avait, nous, une des difficultés aussi qu'on rencontre, c'est que parmi les 7500 agents de la ville et de la métropole, il y a ce qu'on appelle les connectés, ceux qui tous les jours ont un ordinateur qu'ils allument et avec lesquels finalement c'est assez facile d'entrer en communication. Et puis il y a l'autre moitié qui, eux, sont sur le terrain et n'ont pas besoin d'un ordinateur. Donc eux, c'est beaucoup plus difficile d'aller leur parler. Oui. Une deuxième question. Oui, alors voilà, donc je m'arrête là. Mais voilà, on a des ambassadeurs Merci beaucoup qui sont pour cette fantastiques. Réponse. Une autre question peut-être? Oui, bonjour, merci beaucoup de ces témoignages. Moi, j'avais une question à l'image du labo M21. Déjà, est-ce qu'il est accessible à d'autres départements que la Gironde ? Et est-ce que dans la même veine, il y a d'autres initiatives, pourquoi pas à l'échelle nationale, portées par l'État, qui sont des espaces soutenants d'innovation pour l'ensemble des collectivités? Donc c'est plutôt pour Julie Chabot. Merci. Ce ne serait pas cadeau de le donner à mes collègues pour répondre. Donc est-ce que c'est ouvert à d'autres départements? Là déjà, on essaye de l'ouvrir à tous les acteurs du département et de la région Nouvelle-Aquitaine. Après, tous les gens qui veulent venir sont les bienvenus. Voilà, c'est un peu le principe de base et dans nos règles du jeu, c'est le fait d'avoir envie, ça ouvre la porte, quoi. C'est la seule clé. Donc voilà, on n'a pas d'objectif particulier en dehors, nous, de la Nouvelle-Aquitaine, mais du département de la Gironde d'abord et de la Nouvelle-Aquitaine. Mais après, c'est welcome si vous voulez venir. Ensuite, sur la question du maillage national de ça, je vous disais, on a répondu dans le cadre du labo interinstitutionnel, donc qui s'appelle La Base, à un appel à projet donc, du secrétariat général à la modernisation de l'action publique. Il y a 12 laboratoires d'innovation publique qui sont lauréats de cet appel à projet. Et le SGMAP, donc qui est le truc en plus court là, le SGMAP organise un peu la communauté des labos, donc tous les mois. Il y a une journée où tous les labos viennent piocher un peu de la méthodo de comment les autres font, et puis aussi un peu de benchmark. Hein. Toi, t'as pris quoi comme mur? T'as pris quoi comme échelle pour passer ton mur? Voilà, on est vraiment dans cette logique apprenante où on est un peu tous au même niveau. Finalement, on sait pourquoi on fait les choses, mais alors le comment, il faut qu'on le trouve, et qu'on le trouve avec tout le monde. Voilà, on est là-dessus. Ouais, alors du coup, on va arriver à la fin. Désolé pour les questions, on pourra peut-être en avoir un peu au débeauté en sortant de la salle. Une petite conclusion très rapide.
de chacune d'entre vous sur voilà, deux conseils, de prévention, deux éléments pour parler, quand on parle innovation dans vos collectivités. Voilà. Je vous balance le bébé et l'eau du bain. Flore. C'est peut-être un peu redondant avec ce que j'ai dit tout à l'heure, mais effectivement, peut-être l'erreur à ne pas faire, c'est partir effectivement sans moyens, sans temps, minimum. C'est du temps, c'est du temps. Et puis la chose à faire, c'est de s'entourer de personnes qui sont extrêmement motivées. Et je pense que voilà, quand on a une bonne équipe, comme j'ai la chance de pouvoir avoir, on a l'impression de pouvoir renverser tous les murs. Ça marche, Mona? Alors, j'ai pas assez de recul pour parler de conseils, mais simplement peut-être des interrogations. C'est la question qui se pose à nous sur l'innovation, c'est que aujourd'hui, il y a plein d'innovations qui existent dans les services. Voilà, nous, on ne va pas innover à la place des services. Donc, c'est comment les embarquer, on va dire, comment les motiver, comment montrer le sens, l'utilité de ce qu'on fait. Donc, voilà, ça, c'est un enjeu important. Et après, c'est comment faire de cette innovation-là un enjeu managérial humain. Voilà, on a parlé ce matin de reconnaissance, etc. Comment on arrive à transformer ça justement dans quelque chose de positif pour les personnes elles-mêmes. Donc ça, ce sont des enjeux très importants. Donc l'humain derrière tout ça. Merci. On poursuit avec Julie. J'en ai plein dans ma tête, il faut que j'en attrape un. Moi, je dirais peut-être le plus important pour moi, c'est effectivement de ne pas être sur de l'injonction à l'innovation, parce que c'est insupportable, de ne pas être non plus sur de la gadgetisation de l'innovation. L'innovation, ce n'est pas que des techniques. Alors, les gens, ils ont l'impression que s'ils ont un picto et des cartes en carton, ils ont fait de l'innovation et que ça suffit finalement pour dire innovation, c'est fait. C'est fait. Nous, on connaît bien, on s'occupe de développement durable et de participation citoyenne. Les gens qui veulent juste mettre une croix en disant c'est fait... Voilà, ça, on maîtrise bien. Donc voilà, de prendre le temps de bien s'interroger collectivement avec toutes les personnes qui sont concernées sur le pourquoi. Et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit en charge de l'innovation, on est bien en charge d'animer quelque chose autour de l'innovation. Donc le pourquoi, les indicateurs, etc., tout ça, il faut que ça soit co-construit sur la base du sens, sur la base des valeurs. Voilà. Et que derrière, les démonstrateurs, c'est ce qui va nous donner la force d'y aller. Donc voilà, et de ne pas céder au « et concrètement ». Concrètement, j'ai rempli un verre, ouais, mais tu avais soif, tu n'avais pas soif. C'était quoi la question? Donc, il y a cette pression, hein, concrètement et concrètement. Je dis, ouais, c'est bon, concrètement, on veut changer le monde. Bon, so what? Donc, on est quand même là-dessus, moi, très important. Donc, le fait de faire avec et de faire avec tous les gens qui sont concernés, le fait de se faire confiance et un conseil général, c'est rien lâcher. Voilà. Merci. Marion? Moi, je dirais de la patience. Quelqu'un m'a dit, on ne tire pas sur un brin d'herbe pour le faire pousser. Donc, le changement, c'est mettre en place les conditions. On a planté la graine et puis on lui donne du soleil, on l'arrose, etc. Et avec la patience, pour les personnes qui le portent, il faut beaucoup d'humilité. Voilà, donc accepter de se tromper, c'est pas si facile que ça, hein, même pour soi. Et voilà, de se dire, bah, on a bien fait, on n'a pas bien fait, ne pas juger l'autre parce qu'il ne comprend pas. Donc, voilà, c'est pour moi le terreau qui fait que ça peut fonctionner et que les graines vont pousser. Parfait. Merci. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenantes de ce soir. Bravo. Merci à vous de votre participation. Et bonne soirée. Ah non, il y a une conclusion. Il y a une conclusion. Hop. Merci. Et ben voilà. 17h45, on arrive au point final de cette belle journée. Alors demain, ça continue avec un format complètement différent. On a beaucoup parlé de collaboratif dans les ateliers, dans les conférences. Demain, on va le vivre. On va construire le monde de demain sous forme collaborative avec beaucoup d'étudiants. Et il va y avoir un incroyable challenge. On va essayer de battre un record du monde. J'en dis pas plus. Pour ceux qui seront demain, vous verrez tout ça. Oh, un peu quand même, un record du monde de quoi? Je ne dis rien, c'est le teasing. Allez.
C'est un Lego Challenge. Ah, voilà, merci. un mot-clé. Merci. Demain, on va continuer sur la liberté, sur le bien-être, sur la créativité. Et puis des surprises, encore des surprises. Et on va commencer encore par une surprise, voire 2 surprises. Donc surtout, vous restez avec nous. Et puis, on va accueillir surtout François Badenès. François, à toi. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette journée. J'espère que vous avez encore un peu de jus. Moi, j'essaie d'en avoir encore un petit peu aussi, mais ça a été énergisant par vos sourires, par plein de choses que j'ai pu entendre des témoignages des uns et des autres. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je voudrais dire un grand merci à Anthony et Cécile qui viennent juste de quitter la salle. Je vous remercie de les applaudir parce que... Et on va faire un petit applaudissement général. Vous applaudir, vous. Vous pouvez vous auto-applaudir au-delà de l'organisation parce que vous avez pris ce temps, vous avez pris cette journée. Je sais que vous avez plein de choses à faire, que vous avez des tafs sûrement débordants, etc. C'est une phrase que j'entends beaucoup, ça, en France. Hein. Je suis débordé. Je dis assez régulièrement que j'ai plus facilement un rendez-vous avec un commissaire européen danois qu'avec un collaborateur ou un cadre français, qu'il soit dans le privé ou dans le public. Et notre rapport au temps est peut-être en train de changer. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de vous arrêter et de partager cette journée avec nous. Et voilà, un grand merci à tous ceux qui ont contribué. On les réapplaudira sans doute tout à l'heure dans un applaudissement collectif et musical, mais je n'en dis pas plus, il n'y en a pas pour longtemps. Sans plus attendre, je vais appeler sur scène quelques personnalités qui me tiennent à cœur pour terminer sur un quart d'heure de dialogue un peu à la One Again. C'est pas une table ronde, ça va être juste un dialogue avec des gens que j'aime bien et qui ont du sens. Donc j'appelle notamment Jean-Philippe Magnin qui me rejoint sur scène, Juliette Chanfraud, s'il te plaît, Marc de la Ménardière. Voilà, on va s'asseoir et on va s'installer, sauf si vous préférez rester debout, je ne sais pas. Et bien sûr, Cyril de l'Astérie, dit 2020, qui est ici et qui nous fait le plaisir de revenir pour cette 4e édition. Cyril avait marqué la première édition, il y a 4 ans, qui se déroulait à l'époque à R38. Et il avait fait une conférence qui avait marqué certains d'entre nous, à tel point que d'ailleurs, suite à cette intervention de Cyril, des gens avaient changé de job, changé de vie. Donc on va parler un petit peu de ça, du changement de sens, du changement d'orientation, du sens que ça a. Et on va essayer de faire très court. J'ai demandé à Juliette de venir, pas seulement parce que sinon on se retrouvait qu'entre garçons et c'était moins drôle, ceci dit, il n'y avait que des filles juste avant, mais tout simplement parce qu'elle a un projet marrant que je voulais signaler. Mais sans plus attendre, je vais donner la parole à Jean-Philippe, parce que Jean-Philippe a organisé il y a très peu de temps, c'était il y a 1 mois environ, Jean-Philippe ? 1 mois et demi, une manifestation, un événement qui s'appelle Nouveau Leader, Nouveau Pouvoir. Et on s'est dit qu'il y avait des passerelles entre nos approches, entre nos événements et de la bienveillance mutuelle. Donc voilà, je voulais que tu puisses présenter ton initiative et puis que plus globalement, finalement, se dire aussi que les événements, les réseaux, les différentes tribus du changement qui sont en train de bouger, que tous ensemble, on contribue un petit peu à l'image du colibri, peut-être à faire notre part. Merci François, bonsoir à tous. Alors, Nouveau Pouvoir, Nouveau Leader, déjà le titre est provocateur et on l'a choisi volontairement parce que le terme pouvoir, le mot pouvoir a une connotation dans la société très négative et en fait on a voulu le revisiter, le réinterroger avec des psys, des chamans, des chefs d'entreprise, des politiques, essayer de rassembler des gens qui n'ont pas l'habitude de bosser ensemble et de réfléchir ensemble. Et en fait, pour résumer, le travail qu'on a fait ensemble, c'est de passer du pouvoir sûr dans le sens j'ai la domination, j'ai le pouvoir sur vous, au pouvoir d'agir. Et effectivement, quand on a discuté avec François, tout ce qui se passe ici, c'est aussi réhabiliter le pouvoir d'action, le pouvoir d'être ensemble, le pouvoir de coopérer, le pouvoir avec. Et dans notre société, on est beaucoup sur le pouvoir sur, on est beaucoup sur le pouvoir contre, mais rarement sur le pouvoir de et le pouvoir avec. Et donc, on a réinterrogé ces notions-là. Et à partir de l'association que je préside, qui s'appelle Psypol, Psypol, c'est psy et politique. Il se trouve que je suis psy et que j'ai été 15 ans en politique, donc voilà, je me suis fait ma petite association. Non, je rigole. C'est pathologique, quoi. C'est pathologique complètement. Non, l'objet de l'association, c'est l'interaction entre la transformation personnelle et la transformation collective ou sociale. Ça veut dire que derrière, et tu le disais Marc tout à l'heure dans ta présentation,
la transformation sociale et sociétale passe beaucoup, et aussi, on en parle peu, par la transformation intérieure. Et cette interaction, par à la fois la rencontre qu'on a faite, c'est-à-dire à la fois une programmation avec des tables rondes, de la réflexion, donc plus de l'esprit, du mental, et puis aussi des moments de méditation, donc de retour vers soi, de retour aussi vers son cœur, vers son corps, de ressenti. Et cet équilibre cœur, corps, esprit était au cœur de nos rencontres et sont au cœur de l'intention qui est marquée ici à la Fabrique du Changement. Et moi, ce qui me donne beaucoup d'espoir, c'est que même si on est dans quelque chose de très défaitiste aujourd'hui, de très dépressif, toutes ces énergies, on les sent aussi dans la société, on les a senties à nos rencontres, je les ai senties aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça me fait très plaisir d'être ici, de créer la connexion, de créer le lien entre ce qu'on fait les uns et les autres. Notre entrée n'était pas la même, mais par contre, l'intention de cœur est la même. C'est-à-dire qu'on peut transformer le pouvoir aujourd'hui, et le pouvoir, c'est un très beau mot. On n'a pas l'intention, en tout cas, de se laisser galvauder ce mot et de le récupérer, parce que le pouvoir d'action de chacun d'entre nous, et j'avais envie de finir par quelque chose, parce que c'est une citation qui m'a beaucoup marqué. C'est en fait un proverbe. Je l'avais repris lors des rencontres Nouveau Pouvoir, Nouveau Leader. C'est un proverbe zoulou, Ubuntu, de Nelson Mandela. Je suis parce que nous sommes. Et je suis parce que nous sommes, c'est parce que je suis ici en train de vous parler, mais nous sommes tous ensemble. Et si je suis ici, c'est parce qu'il y a le nous. Et si la société fonctionnait un peu plus comme ça, d'une part, il pourrait y avoir plein de jeux qui se succèdent, et des nous ensemble, plutôt que des jeux et des vous en face, avec l'idée que j'ai à vous persuader, à vous vendre quelque chose, peut-être à vous prouver que j'ai raison alors que vous avez tort ou que l'autre a tort. Et que je pense que si on change de logiciel, peut-être qu'effectivement le pouvoir pourra être beaucoup plus vertueux qu'il n'est aujourd'hui. Donc voilà l'intention qu'on a eue dans ces rencontres, et merci de m'avoir invité. Merci Jean-Philippe. Marc, comment ça résonne? Alors, tu n'as pas vu toute la journée, mais tu as un parcours formidable, tu nous as inspirés. On était, pour un certain nombre d'entre nous, dans les Kiss Bankers du tout début. Et certains militants ici, ils m'ont d'ailleurs demandé de te le signaler. Voilà, se sont investis pour... Ils ont bien reçu les contreparties ou pas? Ils ont avec les DVD avec un peu de retard. Mais en tout cas, c'était très chouette aussi de diffuser le film en s'appuyant sur des gens qui devaient aller dans leur cinéma de quartier pour demander une projection. Cette originalité-là, elle était vraiment intéressante et elle mettait aussi en route de l'intelligence collective. Toi, depuis que tu as fait le film, tu en as parlé évidemment tout à l'heure, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu sens qu'il y a des mouvements émergents un peu partout? Et est-ce que tu sens que ça peut, à un moment donné, se fédérer pour développer de l'intelligence collective? Déjà, pour rebondir sur ce que tu dis sur le pouvoir, je pense qu'il y a un mot qui nous manque en français. En anglais, on dit empowerment. Et en fait, c'est cette notion, les Québécois, je crois qu'ils disent impuissancement, mais c'est un peu moche, enfin, même si on le dit en puissancement, et ça manque. Et si on n'a pas le vocabulaire, le lexique pour ce nouveau récit, on va avoir du mal en fait. Donc je pense que c'est important de se réapproprier certains mots et de remettre peut-être autre chose derrière. Donc je pense que la notion de pouvoir, elle est super forte, elle est super importante. Et à travers le film, nous, quand on a dit aux gens, en gros, on n'a pas le pouvoir de faire une distribution classique, donc allez-y, il y a un film qui est disponible, c'est un support, c'est un prétexte pour se rencontrer, se poser des questions tous ensemble, et de donner ce pouvoir aux gens. En fait, ils n'étaient pas juste consommateurs, je consomme un film et je rentre chez moi, mais je suis obligé de trouver des gens, de me fédérer, d'aller voir une salle, de faire quelque chose. Et en fait, rien que dans cette action, en fait, on démontrait que le monde qui vient du circuit court, de la collaboration, de la confiance, en fait, il était là. Et de pouvoir faire la démonstration par la distribution de ce qu'on avait senti à l'époque comme une intuition, parce qu'on n'était pas sûr, hein, il y a encore 7 ans, justement, c'était un peu, on allait chercher les initiatives. Aujourd'hui, moi, je travaille avec Frédéric Lopez sur justement toutes les initiatives un peu positives. Et en fait, on pensait qu'on allait tenir 1 mois ou 2. On se disait une quotidienne pour faire ça. Est-ce qu'on aura assez de matière? Et en fait, il y en a énormément. Donc en fait, il y a une espèce de vague, ce qu'on disait tout à l'heure, un peu exponentielle aussi, où chacun, au niveau local, les gens, ils se réapproprient ces thèmes de l'écologie, de la solidarité. Et en fait, ils sont tellement occupés à faire qu'ils ont oublié de communiquer dessus. Et à l'époque où moi j'étais, avant d'être chez Danone, j'avais travaillé pour AGF et c'était 10% d'action et 90% de communication en fait. Et là, c'est des gens qui n'ont pas le temps de communiquer parce qu'ils font déjà, ils sont trop occupés à faire. Des faiseux et pas des marketeurs. Ben voilà, il faut maintenant marketer pour créer aussi peut-être cette nouvelle histoire, ce nouveau récit. Je pense que ça c'est important. Mais il y a beaucoup de choses. Donc ouais, moi j'ai vu vraiment une évolution qui est là et c'est super inspirant, même si en anglais on dit les problèmes crient et les solutions chuchotent. Et je pense que c'est ça, on préfère toujours parler des choses qui vont en retard, mais le fait qu'il y ait tout ce monde-là ici et qu'à des endroits comme l'entreprise, où moi à l'époque, quand j'ai commencé à aborder ces sujets-là, il n'y avait pas d'espace pour. Aujourd'hui, il y a l'espace parce que le burn-out, parce que
le manque de sens. Donc voilà, il y a quelque chose qui est là. Après, il y a du suspense hein, sur ce qui va se passer. Il y a quand même des problèmes, mais il y a cette énergie-là qui est, je pense, quelque chose sur lequel on peut s'appuyer et se fédérer. Pour répondre à ta question, je pense que les réseaux sociaux permettent. Après, trop de réseaux sociaux, je pense que quand on est trop accro à son écran, on perd aussi. Donc il y a... Et puis les réseaux sociaux, c'est aussi les réseaux physiques. Hein. Voilà, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on prend aussi le numérique qui connecte, qui parle du tu es donc je suis. Je pense que c'est important pour après l'incarner dans la matière et faire naître des projets, voilà, comme celui-là aujourd'hui. Je pense qu'il y a je sais pas combien de bénévoles qui ont aidé. Et, une cinquantaine. Voilà, voilà. Et donc ça montre bien que quand on parle du sens, quand on met au centre le sens, tout le monde se remotive parce qu'on est des êtres de sens. Et je pense que ça c'est important et que ça soit dans tous les lieux de la société, c'est super inspirant, quoi. Merci Marc. Cyril, sur la question du sens, il y a 4 ans, tu te posais la question du sens, tu étais en train de changer de vie, etc. et de parcours. Je continue. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Je galère. À la question du sens, je galère. Non, je plaisante. Il y a 4 ans, j'avais décidé de me lancer dans le théâtre parce que c'était un rêve d'enfant. Et puis, on traverse tous des périodes compliquées. Moi, j'avais eu un petit tas de périodes compliquées et donc j'avais voulu changer ça. Et j'ai fait du théâtre pendant 4 ans. J'ai fait 2 pièces. J'ai joué à Nantes, à la compagnie du Café Théâtre, très sympa, je vous le conseille, si vous ne connaissez pas. Et ça n'a pas suffi. Toujours cette quête de sens, qui finalement, à force de faire cette quête de sens, j'ai l'impression que c'est mon job, la quête de sens. Et je me suis attaché à essayer de définir ce qui était essentiel pour moi dans la vie, ce qui n'est pas simple. Et j'ai trouvé 3 trucs très importants. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas 2 des 3 trucs dans les projets qui arrivent, j'y vais plus. J'y vais pas. Même s'il y a de l'argent, même si ça brille, même si ça a l'air génial et tout, s'il n'y a pas les 2 des 3, j'y vais pas. Le premier, c'est que ça ait du sens, ce que je fais. Ça paraît con, mais en 2, c'est que ça ait de l'impact. Bon, c'est mon petit problème. J'aime bien avoir de l'impact. Et 3, il faut que ça soit fun. L'argent arrive en 5. Donc, c'est important quand on prend une décision. Si je suis là aujourd'hui, c'est notamment parce que ça remplit les 2 critères et demi. Oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai vécu une belle journée d'humiliation, il faut que je vous le dise. Je faisais une séance de dédicace à côté de Serge Marquis. Ça vous remet très vite les pieds au sol. Là, j'étais une algue. J'étais... Waouh! Non, mais c'était canon. Donc, il y avait 40 mètres de queue pour lui et 40 mètres de queue qui me regardaient avec un peu de pitié, un peu quand même. C'est qui ce mec avec son bouquin, là? Déjà, il fallait aller jusqu'à là-bas pour nous voir. Mais non, puis il y avait une tête de mort sur le livre, dans un endroit où on essayait d'être positif, c'était compliqué. Mais tout ça m'a permis de déjà rencontrer Serge Marquis et pour moi c'était vraiment génial. Enfin, c'est aussi pour ça que je fais ça. Et pour juste prendre l'exemple du crowdfunding, donc j'ai écrit ce livre. Il fallait que j'écrive ce livre, que j'aille au bout de cette histoire. C'était pas que le théâtre, il fallait que j'écrive un livre. Et à mon grand âge, donc 47 ans, quand on écrit un livre, j'avais déjà 2-3 éditeurs qui étaient prêts à l'éditer sans l'avoir lu, hein, ce qui est déjà un signe du temps. Et des éditeurs, à une époque, je me serais prostitué pour les avoir, il y a 20 ans, vraiment. Je ne les citerai pas parce que sinon c'est pas gentil. Et je me suis dit non, je veux comprendre ce que je fais et pourquoi je le fais et est-ce que ça a du sens. Alors est-ce que ça a du sens d'aller chez un éditeur célèbre? Je ne sais pas encore très bien. Il va me faire signer un contrat à 7%, il va me faire passer sur France 3, Île-de-France peut-être, je vais en vendre 400 et puis après il va partir à la benne. J'aurais rien vécu, j'aurais pas rencontré quoi que ce soit. Est-ce que ça a de l'impact? Peut-être. Oui, chez un gros éditeur peut-être. Est-ce que c'est fun? Pas du tout. Donc j'en avais 1 sur 3. J'y suis pas allé. C'est chaud de dire ça à sa femme, par exemple. Non, non, je ne vais pas là. Je vais le faire moi-même. Oh non, si. Donc j'ai fait un crowdfunding. Et dans mon éducation, ça ne se fait pas. On ne demande pas de l'argent aux gens. Donc je suis allé sur Ulule et j'ai demandé de l'argent aux gens. Et ça a marché. C'est-à-dire que j'ai demandé 8005, je les ai eus en 3 jours. Truc de fou, quoi. Et là, vous vous dites, bon, bah, c'est cool, ça déjà. Et Ulule, il m'a dit, bon, maintenant, il faut mettre un autre objectif. Ça marche ton truc. Alors j'ai dit, OK, si j'atteins 13 000, je vais prendre 10 dessinateurs dans mon livre qui feront des belles BD, parce que j'adore la BD, mais je ne sais pas dessiner, donc je vis mon rêve jusqu'au bout. Et j'ai atteint 14 000. Et donc j'ai obtenu par exemple Petit Luc, qui est un dessinateur de BD, dont je parle dans le livre, que mon père m'avait fait découvrir. Et donc chez Petit Luc dans mon livre. Ça, je ne l'aurais pas fait avec cet éditeur. Et enfin, dernier exemple, la couverture, c'est ma fille qui l'a faite. Voilà, un éditeur n'aurait jamais accepté ça. Ça permet de mettre des sous de côté en plus. Ouais, tout le monde dit que je fais du travail des enfants et tout, mais ça va, je dépense le PNB du Qatar chez Cultura en crayon, en truc, enfin bon bref. Non, mais c'était cool comme aventure ça. Un éditeur m'aurait dit la tête de mort en couve, non. Ta fille, non. Des dessins dans un livre, non. Les gens ne sauront pas si c'est un livre ou une BD. Tous ces trucs qui font que tu es là et puis tu vas faire ton livre, non.
Donc voilà, j'ai fait mon livre. Résultat, effectivement, Serge Marquier en a vendu 150 aujourd'hui. J'en ai vendu 12. Mais 12 à fond, quoi. Mais 12 de moi, quoi. Merci Cyril. Alors, non, attendez, je dis même pas ça pour faire la dédicace. Demain. Il s'est barré, le libraire. Je suis une bille en marketing. C'est-à-dire que ça y est, vous avez envie de l'acheter? Eh ben, c'est trop tard. Alors, c'est une bille en marketing, mais pour la petite histoire et petit clin d'œil à Francky, je ne sais pas si tu savais, mais Cyril a monté plusieurs startups à San Francisco et a changé de parcours à un moment donné, enfin, quand tu as décidé de revenir à tes premiers amours comédiens. Donc, ça prouve que, voilà, quel que soit l'univers dans lequel on est, on peut changer de trajectoire. Et, voilà. Et Juliette, qui, elle, était, il n'y a pas si longtemps que ça, une jeune diplômée brillante d'Audencia, a décidé de faire le clown pendant un temps sur la radio, mais a des nouveaux projets. Pour la petite histoire, Juliette Chanfraud a monté Big Banana Radio, un média qui donne que des bonnes nouvelles. Ça fait du bien, hein? Je vous le conseille. Et d'ailleurs, on peut même, par analogie, imaginer en entreprise aussi des médias internes, de podcasts, de communication interne qui valorisent des bonnes pratiques. Ça peut être intéressant plutôt que certains journaux internes parfois. Bref, Juliette, raconte-nous, dis-nous où t'en es et surtout ce que tu vas faire maintenant. Oui. Bonjour. Merci François. Je ne sais jamais par où commencer. Non, je ne commencerai pas Bref. Moi, ça fait 2 ans que je me suis lancée dans cette aventure entrepreneuriale en créant cette web radio en école de commerce. Et c'est pour ça c'est marrant parce que Marc aussi, je rencontre plein de gens qui ont fait des écoles de commerce et qui sont complètement paumés après. Je crois que je me dis mais qu'est-ce qu'ils font ces gens derrière un bureau? Mais qu'est-ce qu'ils font? Et ça me perturbait complètement. Et bref, et donc ça fait 2 ans que j'ai rencontré des gens formidables à Nantes qui m'ont complètement, qui m'ont vraiment nourri, notamment Serge Marquier et plein d'autres rencontres. Et là maintenant, mon proprio, je vais quitter Nantes. Mon proprio m'a dit la pire chose, c'est l'immobilisme. Et en fait, je me suis dit waouh, quel philosophe. Mais c'est vrai. Et donc en fait, je me sentais piégée. Et là, j'ai appris à écouter mon cœur et mon intuition. Et donc, je viens d'acheter un van ou un camion ou un fourgon ou je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Combi Volkswagen T3 aménagé avec un lit. Bref, et donc je vais partir, je vais le peindre en jaune banane, je vais écrire les apprentis sages du bonheur et je vais partir à la rencontre des Français inspirants, des gens qui créent un monde meilleur, tant sur le domaine de la nature et sur... Peut-être des passerelles à créer avec les projets de marque. Tout à fait, plein d'adresses. Et j'ai aussi envie de... Parce que les rigidités qu'il y a dans le milieu de l'entreprise, moi je fais facilement le parallèle avec le milieu scolaire. Et donc je pense que pour changer les choses, il faut changer les choses par la racine. Et donc, je vais m'investir dans l'école du futur, notamment en animant des ateliers de philosophie, parce que pour moi, la philosophie peut changer le monde. Merci Juliette. Merci beaucoup de ce dialogue, c'était court. Moi, je voudrais, avant de terminer, vous remercier vraiment très très sincèrement une nouvelle fois, remercier l'équipe des bénévoles et tous les intervenants, s'il vous plaît. Certains viennent de loin, ils ne sont pas tous de la région. Donc un grand merci pour la qualité de leurs interventions. Ceux qui ont animé des ateliers aussi, c'est beaucoup de boulot. Donc un grand merci du fond du cœur au nom de tout notre collectif des artisans du changement. Voilà, moi j'en ai fini pour ma part. Je crois que... On a vécu un super moment, Corto, des moments rares. Merci. Des moments qui te font prendre conscience qu'il faut franchir le cap, il faut aller plus loin. Il faut faire en sorte que les univers se rencontrent. Des moments qui changent la vie. Tu vois, la première fabrique, on était célibataire. Ouais. C'était il y a 4 ans. Et tu vois, on est venu là ce matin et on se disait, nous, on est quand même, on a fait partie des premiers artisans du changement, des fondateurs. On disait, plus changé que nous, ça n'existe pas. Enfin, toi, on était des professionnels. Et encore une fois, on s'est pris une claque. On s'est fait dévaster nos certitudes. Je sais pas vous, moi je me suis fait dévaster mes certitudes. Déjà avant de démarrer la journée, moi je venais travailler en chaussures.
T'es le mec con. Déjà, tu viens en pompe, comment tu veux sentir la terre? Comment tu veux sentir les vibrations, etc. Impossible. Le mec débile. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'on j'habite à 10 km, donc c'est juste pour le matin pour venir. J'aurais peut-être un peu de... Je le ferai en plusieurs fois ou comme on peut, Mais moi, pareil, je suis arrivé ce matin. Je pensais que la culture, la sagesse, c'était de lire plein de gens, d'écouter plein de gens. Et maintenant, c'est fini. Moi, je n'écoute plus que Serge Marquis. Parce que c'est clair voilà, c'est-à-dire que toute la sagesse du monde est dans Serge Marquis. Eh Ça oui. simplifie. Non, c'est... Moi, avant, bah voilà, hein, j'étais pas père. Et du coup, quand j'ai su que j'allais être père, ça a été une sorte de bouleversement. Et je me suis dit, lui aussi, il changera le monde, quoi. Alors, j'ai commencé à lui parler coréen à l'intérieur du ventre de sa mère. Je l'ai inscrit à un cours d'équitation. Voilà, il fait de l'acrobranche, là, en ce moment. Mais c'est une erreur, ça. Il faut les laisser se démerder. Tu crois que c'est si je lui apprends à obéir bêtement qu'elle va comprendre ce que je lui dis? Bah non, ma choupette. Il faut que tu t'affirmes toute seule. Il faut que tu fasses tes choix. Va chercher en sautant par-dessus la scène. C'est comme ça qu'ils vont franchir les étapes. Tant pis pour ceux qui hériteront de ça après. Ça, c'est pas notre souci. Nous, on les fait grandir. Ouais. Ça va être des chieurs en entreprise. Hein. C'est tous ceux que les recruteurs ne veulent pas prendre et après essayent de mettre dehors quand on les recrute. Mais n'empêche que ce sont des objecteurs de pensée. Et voilà, moi j'ai changé, même par rapport aux enfants. Avant, j'avais des petites photos de famille, je faisais des films, etc. Et on se les regardait. Mais là, je sentais bien que j'étais tout seul. C'était je suis, ils sont avec moi, on est une famille. Et après, maintenant, j'ai compris, Nelson Mandela, je suis parce que nous sommes, etc. Alors, je vais démarcher les cinémas de quartier et je leur dis, est-ce que je peux projeter mes photos de vacances? Ouais, mais quand tu sais que Descartes, déjà le mec, tout le monde pense que Descartes, par rapport à la méthode, tout ça, c'était un mec rigoureux. Cortot, ce matin, il pensait que c'était un mec carré, Descartes. Mais il avait des dreads, il faisait du foot avec Bob Marley, il fumait des spliffs, et le mec, il entendait des voix. Hein. Ouais. Donc, quand tu sais ça, ça te décomplexe. Hein. Ah bah. Et moi, je pense à la fois quand j'étais petit, et je suis passé à côté, mon prof de maths me dit, vous avez une plume. Il me dit ça dans les yeux. Ouais. Et moi, je suis complètement passé à côté. Parce que je recopiais l'énoncé de l'exercice à chaque fois. Donc il me dit, vous avez une plume, et moi, qu'est-ce que je fais? Je m'engouffre dans n'importe quoi. Tu vois, c'est une erreur totale. Non, je pense qu'on a fait le con. Et même au boulot. Je vois au boulot. Avant, j'arrivais au boulot. Bon, le mec normal. Bonjour Francis, dis donc, j'ai regardé un petit peu votre compte-rendu de réunion. Il y a quelques petites coquilles. Hein. Ce serait pas mal de corriger ça. Voilà, le mec qui est bloqué. Le mec qui est cerveau reptilien. C'est-à-dire, danger, lion. Il se dit, merde, il y a une erreur, je me tétanise. Erreur totale. Aujourd'hui, ma vie est différente, enfin, notamment depuis ce matin. Tu retournes au boulot, c'est... Francis, principe numéro 1 de la reconnaissance, un moment d'attention. Extrêmement important. Francis, votre travail est incroyable. Authenticité. Extrêmement important de penser ça. Je vous le dis, mais n'importe qui d'autre pourrait le dire. C'est-à-dire, ça pourrait être le stagiaire, etc. La reconnaissance ne m'appartient pas. Elle est à tout le monde. D'accord? Francis, je n'attends aucune contrepartie de ce que je vous dis. C'est totalement gratuit. Et ma vie a changé depuis. Et ce qui compte, c'est pas que l'acte. Francis, c'est tout ce que vous faites. C'est pas le résultat. C'est l'énergie que vous y mettez. Francis, vous êtes une buse. Voilà, tout le monde le sait dans l'entreprise. Mais c'est pas ça qui est important, c'est que vous essayiez. Vous avez les oreilles décollées, Francis, un peu? Jamais fait attention. Je les ai depuis 7 ans, mais vous aviez jamais remarqué? C'est parce que j'étais dans la routine, Francis, et je passais à côté de vous sans vous regarder. Dorénavant, quand vous arriverez au bureau, je me mettrai au fond de la salle de café, et j'arriverai comme ça, en trépignant sur le côté. J'arriverai en courant, et je vous sauterai dessus. Comme ça. Oh non, j'aime ce que vous faites, Francis. Quand vous en aurez marre, vous m'achèterez un chien. Voilà, ma vie change. Excusez-moi, j'étais justement en train de saisir une idée, une innovation sur la plateforme, sur le forum. Alors je sais que personne ne les lit, mais je m'en fous, je les complète quand même. Ouais, c'est... En tout cas, voilà, c'est... La vie change, quoi, avec des tout petits riens. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Pierre Rabhi. D'ailleurs, comme il a des idées généreuses, tout le monde pense que c'est un mec chouette. Excuse-moi, je l'ai rencontré avant toi. Non, alors... non, c'est moi qui ai rencontré Pierre Rabhi en premier. Non, s'il y a bien quelqu'un qui connaît Pierre Rabhi, c'est moi. Alors, moi, je l'ai rencontré en Inde, hein, déjà. Ouais. Je l'ai rencontré en Inde en été, c'est mieux. Ouais. Bon, enfin, il a quand même des super... Oh, une plante. Oh, excusez-moi les gars, j'avais pas fait de câlin à une plante encore depuis longtemps. Ouais. Non, mais c'est pas... Ce que vous comprenez pas, c'est que là, vous êtes passé à côté. Regarde, ma chérie, ce qui est important. Tu vois, c'est quand tu prends la terre et que tu sens que ça forme un axe avec le soleil et que tout est accroché.
que tu fais corps avec la planète. Oui, regarde, il se lève. Regarde. Il marchait pas juste avant la fabrique. Regardez. Ouais, ça. Mais oui, c'est bien. Prends ton envol. Vas-y, Naël. Mais oui, tu peux le faire tout seul, regarde. Je vais te lâcher, tu vas peut-être te casser la gueule, mais... Ouais, oui, tu es merveilleux, mais oui, tu es merveilleux. Regarde, tu es en train de faire ta première expérience. C'est pas beau, ça? J'ai comme l'impression que l'esprit du wakame est en toi. Oui. Oh mon Dieu! Tu es en train de traiter mon fils d'algue, c'est ça que tu es en train de faire? Tu as raison, j'ai eu un wakame flash aussi. Attention, parce que j'ai connu des mecs comme ça qui sont morts d'un coup. Oh merde, il s'est encore fait avoir par la mort subite de la poule. Ouais. Attends, bouge pas. Mets ça dans ta bouche, je vais jouer du piano, tu vas voir, ça marche bien avec des nanas qui se font taper sur la gueule en Bolivie. Donc normalement en 2 minutes, je prends un piano, je vais te réveiller, tu vas voir, tu vas chanter la vie en 2 secondes. Vas-y, chante. Ça marche? C'est vrai? C'est super, wakame, wakame. Ça m'est venu comme ça, je sais pas, c'est sorti. Et moi, ce que je me dis, si ta mère te voyait jouer avec la terre, je me ferais engueuler quand même. Ne prenez pas de photos parce qu'on est libéré, mais qu'une partie du couple. Faut pas déconner non plus. Ça me fait penser à un chant qui pourrait être un chant collectif, un chant à l'unisson, mais peut-être pas wakame, peut-être à une destination plus... Alors, est-ce que c'était je me rappelle plus parce qu'on écoutait, mais c'est Pachamama. C'est une destination, c'était quelqu'un, c'était un lieu. C'était la terre. C'est la terre, Pachamama. Pourquoi est-ce qu'on ne chanterait pas la terre? Mais oui. Chantons la terre. Alors moi, je chante mal, par contre. Il nous faudrait des musiciens. Non, et puis il faudrait un truc de départ, quoi, avec tout le monde. Ouais, il faudrait que un truc qui dirait Pachamama? Ouais, un truc qui dirait Pachamama, juste Pachamama. Et un truc qui clôturerait la journée sur Pachamama? Ouais, c'est ça. Un truc qui serait la synthèse de liberté, égalité, bien-être, créativité imagination et créativité. Créativité, ouais. Pachamama. C'est possible? Est-ce que c'est possible? Hey! T'applaudis, mon chat? Pachamama, Pachamama. Pachamama, Pachamama. Pachamama, Pachamama. Pachamama, Pachamama. Alors je voudrais entendre ça ici. Pachamama, Pachamama. Hey! Pachamama, Pachamama. Hey! Pachamama, Pachamama. Hey! Pachamama, Pachamama. Hey! Pacha, apacha, 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 hey! Pachamama, Pachamama. Allez les artisans, montez sur scène. Allez, venez avec nous. Pachamama, Pachamama. Pacha, pacha. Hey! Allez, je vous entends pas. Pachamama, Pachamama. Hey! Oh yeah! Pachamama. Come on, come on. Pachamama, Pachamama. Sing, sing, yeah. Pachamama, Pachamama. Say yeah. Pachamama, Pachamama. Say yeah, yeah. Pachamama, Pachamama. Say yeah, yeah. Pachamama, Pachamama. Say yeah, yeah. Pour la fabrique du changement. Hey! 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 Pachamama, Pachamama. 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 Pachamama, Pachamama. Oh yeah! Pachamama, Pachamama. Oh yeah! Mama, Pachamama. Oh yeah! Mama, Pachamama. Oh yeah! Mama, Pachamama. Oh yeah, 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 yeah. Ah. Mama, Pachamama. Tu veux un micro pour remercier lui. Oh. Goban. Non, bravo, merci beaucoup.
Pour tout vous dire, c'est un bœuf improvisé, ça a été décidé dans l'après-midi, c'est ça aussi l'agilité. Merci beaucoup à tous les deux, merci à tous. Pour ceux qui peuvent, pour ceux qui veulent, on se rejoint pour le verre de l'amitié à la cantine du voyage. La cantine du voyage, pour les non-nantais, vous n'hésitez pas à nous demander ou à demander aux abeilles où c'est. C'est en allant vers le hangar à bananes. Donc il suffit de longer la Loire, c'est à peine 10 minutes à pied. Donc le verre de l'amitié sera servi à la cantine du voyage. On vous y attend. Et puis pour ceux qui peuvent pas rester à l'apéritif et qui ne seront pas là demain, merci encore, bravo et à bientôt. Et sinon, pour ceux qui ne viennent pas à l'apéro mais qui seront là demain, à demain. Merci, très bonne soirée à tous. Et on se rejoint pour le verre de l'amitié. Merci, bravo les artisans. Et merci à François, surtout. Merci François. Merci. Merci à vous.